IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. Conférencière et psychopraticienne en hypnothérapie, Aurore Larcher a passé 17 années à conseiller des dirigeants de grandes entreprises industrielles, spécialiste de la performance et la communication technique, également formée à l'École centrale de Lille. Elle met au service de ses patients des techniques d'accompagnement et de conduite du changement éprouvées. Sa passion pour la recherche et l'analyse offre un regard exceptionnel et unique sur la vie. On l'accueille ce soir pour son livre La matrice originelle. Quand la science rencontre la spiritualité, l'homme découvre ses pouvoirs énergétiques, aux éditions d'Hervy. C'est une émission par téléphone. Aurore Larcher, vous habitez où? Bonjour, écoutez, j'habite en Martinique depuis 3 ans. J'ai habité sur la région parisienne depuis mon enfance en fait, mais aujourd'hui j'ai décidé de rejoindre le soleil. Bon, donc ce livre, La matrice originelle, vous écrivez qu'alors qu'hier nos ancêtres d'Égypte détenaient une force spirituelle, aujourd'hui oubliée, des scientifiques commencent à admettre que l'avenir de l'homme pourrait être dans le développement de ses capacités énergétiques. Alors parlez-nous un peu de vous. Alors vous dites que vous avez fait l'école centrale de Lille. Oui, donc l'école centrale de Lille, c'est une grande école, c'est une des meilleures écoles en fait. Donc moi j'ai passé via Areva en fait plusieurs mois sur une spécialisation de gestion de projet pour parfaire en fait le métier que j'avais, c'est-à-dire d'être responsable de la performance des installations nucléaires. Donc ça m'a permis de pouvoir aller sur le terrain et de pouvoir accompagner les équipes dans la performance des installations nucléaires en France. Comment passe-t-on du nucléaire à la thérapie? C'est à la fois simple et douloureux, c'est que j'ai eu un très gros souci de santé. J'ai eu un problème de hanche très rare. J'ai eu une opération de la hanche et j'ai pas pu marcher pendant presque 2 ans et demi, 3 ans. Donc je ne pouvais pas aller travailler, en fait je pouvais pas faire grand chose. Au fur et à mesure, avec mon mari, on savait pas trop comment avancer, donc on a décidé, comme mon mari est d'origine martiniquaise, de partir en Martinique. Donc j'ai négocié un départ et je suis venue m'installer en Martinique. Alors il s'avère qu'en arrivant en Martinique, j'avais toujours ce problème de hanche pour lequel on m'avait dit que je ne remarcherais plus jamais. Et donc il a bien fallu à un moment donné que je me retourne vers autre chose. Et comme j'ai toujours été passionnée par le développement personnel, j'allais régulièrement à des formations de manière personnelle sur l'analyse transactionnelle, sur la PNL, etc. Depuis très jeune. D'ailleurs je pense que c'est sans doute un métier que j'aurais dû faire, jamais forcément sur la bonne voie quand on est jeune. Et du coup je me suis dit quitte à changer, il faut que j'aille dans quelque chose qui est passionnant pour moi. Et donc j'ai fait une formation d'hypnothérapie, j'ai fait des formations spirituelles, j'ai fait plusieurs formations. Et votre problème de hanche, est-ce qu'il s'est réglé? Eh bien aujourd'hui ça va mieux. J'arrive à marcher, mais bon, j'ai toujours des difficultés bien sûr, mais j'arrive à marcher aujourd'hui. Oui, et ça, c'est arrivé avec des thérapies alternatives, comment ça s'est passé? J'ai toujours été suivie, mais par contre, grâce à l'hypnose, j'ai énormément pratiqué l'auto-hypnose sur mes douleurs. Donc j'ai énormément travaillé ça, j'ai travaillé la visualisation, j'ai travaillé énormément sur cette hanche, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait ce que je prône dans le livre, c'est-à-dire la pensée positive. J'ai fait un peu la méthode Coué, c'est-à-dire de me dire que de toute manière ça va aller. Et effectivement ça va mieux. Alors après il y a un problème mécanique, donc j'ai toujours des soucis, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que j'étais donnée pour ne plus marcher, et aujourd'hui je marche. Je me suis dit, j'ai appliqué un peu des principes que je mets à la fin du livre, c'est-à-dire d'être dans cette pensée positive et de pouvoir visualiser des choses positives, comme si de toute manière j'étais déjà guérie. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant des mois et des mois, chaque jour, chaque soir, chaque matin. J'ai fait de l'auto-hypnose pour réguler la douleur, et ça fonctionne très bien. Ce livre, La matrice originelle, offre une ouverture au monde unique, car il montre à quel point le monde commence à s'ouvrir à un nouveau champ de possibles. Il dévoile comment la science et la spiritualité peuvent être liées par les origines du monde. Il met aussi en exergue un rapprochement significatif entre la fleur de vie et les capacités exceptionnelles de l'eau. C'est un livre qui parle des ondes scalaires,
et de l'eau. Oui, tout à fait. Alors en fait, dans ce livre, je développe plusieurs choses. Je parle de physique quantique, mais de manière très simple, sur des exemples que certains connaissent, l'intrication quantique, l'observateur, etc. Et je mets en exergue le fait que finalement, entre la physique quantique, les dernières découvertes de la science, notamment physique quantique, montrent qu'on est en train de se rapprocher d'un monde plus spirituel, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience qu'à l'intérieur de notre corps, on a des fonctionnements qui sont totalement irrationnels par rapport à ce qu'on a toujours vu. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes aujourd'hui qui nous permettent de penser que finalement on peut interagir à distance parce qu'on peut avoir des molécules, des particules qui interagissent à distance même si elles sont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc tous ces phénomènes quantiques liés au fait que dans les dernières découvertes, on se rend compte que l'eau a une conscience et une mémoire, fait que aujourd'hui on est obligé de changer de portage sur tout ce qui est logique. Aujourd'hui, par exemple, on sait que le professeur Montagnier, qui est quand même celui qui a découvert le sida, donc c'est pas n'importe qui, crie haut et fort que l'eau a une mémoire. Et l'eau, vous savez, on est constitué de 70% d'eau. L'air, c'est de l'eau, H2O. Et de l'eau, il y en a partout. Sur Terre, on a évidemment 70% de la planète, c'est des océans. Et on respire de l'eau, on est de l'eau. Donc à partir du moment où la structure de l'eau garde en mémoire des informations et est capable de modifier des informations, ça veut dire que finalement tout ce qui est conscience aujourd'hui, tout ce que l'on émet comme vibration, liée à la vibration quantique, est complètement gardé par la structure de l'eau. Donc ça veut bien dire que dans notre corps, en fonction de notre manière de penser, les 70% d'eau que l'on a vont garder en mémoire ce que nous sommes. Et donc ça c'est fondamental parce que ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses, ça veut dire que finalement si on a des pensées positives, si on est dans un état de vibratoire, je dirais, donc de méditation positive, on peut changer la structure de ce que l'on est. Alors évidemment, on ne va pas soigner des graves maladies, etc., mais ça peut expliquer de toute manière, bon déjà évidemment ça explique l'homéopathie, mais ça peut expliquer des guérisons spontanées. Vous savez, quand les médecins font par exemple des tests pour tester un médicament et qu'ils mettent un médicament neutre à tout un groupe de personnes et le vrai médicament à l'autre groupe, on voit que il y a des améliorations dans le groupe pour lequel il n'y a pas eu de médicament, tout simplement parce qu'ils ont été persuadés d'avoir ce médicament et donc ils ont guéri. Et ça, on le prouve, la science le prouve. Donc il y a bien un phénomène de pensée positive qui modifie la structure du corps pour guérir. Et pour moi, ce phénomène-là, il est lié à l'eau, mais aussi les vibrations quantiques que l'on a à l'intérieur du corps. Et je pense même que les Égyptiens à l'époque, et c'est ce que je parle, ce que j'explique avec la fleur de vie, savaient déjà utiliser, entre guillemets, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes ces informations-là, mais ils savaient déjà utiliser les structures corporelles et naturelles de l'eau et de la vibration. Alors parlez-nous de cette fleur de vie. Alors, cette fleur de vie, elle a été découverte en Égypte, sur le temple d'Abydos en Égypte. Et en fait, cette fleur de vie, spirituellement, pour les Égyptiens, elle était considérée comme la naissance du tout. C'est-à-dire que c'était grâce à cette fleur de vie que l'on pouvait faire tout naître. Et donc je me suis intéressée à cette fleur de vie que l'on retrouve dans énormément de pays. Et ce qui est curieux, c'est qu'on la retrouve en fait dans des lieux sacrés. Peu importe la religion, que ce soit musulman, chrétien ou autre, peu importe la religion, bouddhiste par exemple, on la retrouve dans les lieux sacrés. Donc elle unifie finalement les différentes religions de par sa présence. Et cette fleur de vie, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a été découverte il y a quand même c'était moins 400 ans avant Jésus-Christ. Elle a été découverte il y a des milliers d'années. Et cette fameuse fleur de vie a une particularité, c'est que quand on l'analyse, elle est géométriquement parfaite et elle est mathématiquement parfaite. On y retrouve le nombre d'or, peu importe les points que l'on va avoir sur cette fleur de vie et que l'on met ensemble, elle est géométriquement et mathématiquement parfaite.
et elle représente pour les Égyptiens en spiritualité la naissance du tout. On est obligé de se dire qu'il y a un lien entre la spiritualité, entre les mathématiques et la géométrie, mais surtout on est obligé de se dire que les Égyptiens, à l'époque, savaient déjà qu'il y avait quelque chose entre la perfection mathématique et géométrique et la spiritualité. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fleur de vie, est-ce qu'on peut essayer de la définir ? La fleur de vie, c'est une forme de dodécaèdre, avec 8 faces qui représentent des traits et des points d'intersection. Et en fait, ces points d'intersection sont littéralement parfaits. C'est dans un cercle, en fait, il y a des intersections parfaites. Alors, on la retrouve sur Internet, tout le monde peut aller voir cette fleur de vie. En fait, elle n'est qu'un schéma qui paraît tout à fait simple et banal, mais dans ce schéma simple et banal, en fait, il y a toute la perfection du monde, mathématique, géométrique, spirituelle. De quelque chose de simple, elle est très étonnante et elle interroge énormément sur le monde. Alors là, on a parlé de la fleur de vie, on a parlé de l'eau, mais il y a aussi l'histoire des ondes scalaires. Vous les avez rencontrées comment, les ondes scalaires ? Alors, ça, c'est parce que j'ai poursuivi mes recherches. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'explique toutes les recherches que j'ai faites. Donc, les gens peuvent aller regarder. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours sur des personnes qui lisent mon livre et qui vont après chercher sur Internet et qui me disent « Mais c'est incroyable tout ce que vous avez écrit. » Même d'ailleurs des physiciens, en fait. Donc, c'est vraiment... ça m'étonne toujours. Mais donc, voilà. Et en fait, les ondes scalaires, c'est quoi ? Ce sont des ondes qui circulent en vortex. Les ondes scalaires, elles ont été découvertes par Nikola Tesla, qui était un grand chercheur. Nikola Tesla, on lui doit énormément de découvertes qui font le monde d'aujourd'hui, techniques. Et en fait, Nikola Tesla avait découvert que les ondes scalaires, qui sont des ondes un peu classiques, vous savez, il y a les ondes radio, qui sont de forme sinusoïdale. Alors bon, c'est peut-être un peu compliqué comme jargon, mais elles ont une forme particulière. Et les ondes scalaires, elles ont une forme en vortex, c'est-à-dire qu'elles ont une forme un peu comme vous savez, des cyclones, ou voilà, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes, comme l'ADN par exemple, vous voyez. Et donc, ces ondes scalaires-là, elles sont très particulières parce qu'elles ont une forme différente des autres. Et ces ondes scalaires, Nikola Tesla a réussi à faire en sorte de créer par exemple une bobine. Alors je vous passe les détails de la boîte créée par Nikola Tesla, mais de cette création-là, via les ondes scalaires, il a réussi à mettre dans ses mains une ampoule qui était allumée à distance par les ondes scalaires. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à faire en sorte que cette lumière s'allume seule, sans qu'il y ait un courant électrique. Sans courant électrique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de progrès médicaux et les ondes scalaires sont utilisées aujourd'hui pour soigner. C'est-à-dire qu'en fait, comme elles sont très très présentes dans le corps, on les assimile même finalement en fait, on les a tellement dans le corps que quand elles se concentrent, elles modifient la structure du corps. Et donc, des médecins l'utilisent pour justement modifier, alors notamment pour les cancers, ils modifient la structure de l'ADN au final, en amassant des ondes scalaires à certains endroits pour réparer l'être humain. Donc ça, c'est très impressionnant. Et il y a fort à parier que les Égyptiens savaient déjà l'utiliser et que aujourd'hui, ce que l'on voit comme les guérisseurs, vous savez, les guérisseurs, quand certains vont voir des guérisseurs et ils disent « mais c'est incroyable, je suis parti voir quelqu'un et il m'a guéri alors que bon, c'est un énergéticien ». Eh bien, il est fort à parier qu'il utilise les ondes scalaires sans le savoir. C'est-à-dire qu'il a une capacité à pouvoir amplifier les ondes scalaires à certains endroits. On ne sait pas comment, mais finalement ça fonctionne. Et donc, alors là, vous savez, on peut me dire aujourd'hui, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de technique, on peut me dire oui, mais vous savez, ça, c'est des choses on ne peut pas le prouver, etc. Alors oui, là je peux répondre oui, on ne peut pas le prouver. Mais vous savez, si on nous avait dit il y a 200 ans
que l'on allait pouvoir parler avec des téléphones portables d'un bout à l'autre de la planète, je pense qu'on nous aurait répondu il y a 200 ans la même chose, c'est-à-dire non mais ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, ça sera jamais prouvé, c'est pas possible. Parce qu'il y a 200 ans, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on se baladerait avec des téléphones portables. Mais pour moi, on en est là, c'est-à-dire que finalement dans ces dernières découvertes, qui sont finalement des potentiels du corps qui sont largement supérieurs à ce que l'on imagine, eh bien on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas le prouver. Alors certains peuvent dire oui, mais enfin bon ça c'est pas possible. Mais peut-être que dans 200 ans, on en sera là. Ça fera partie des choses naturelles. Et puis vous savez, on a aujourd'hui des tas de choses comme ça qui évoluent très vite. La physique quantique, la médecine, la neurobiologie. Je vois en hypnothérapie, vous savez, je peux vous en parler, de la conscience en fait, la manière dont elle fonctionne. On sait très bien aujourd'hui que l'inconscient détient 90% des informations et que le conscient n'en détient que 10%. Ce qui veut dire que dans 90% des informations, nous sommes complets dans notre être et que nous n'utilisons que 10% des choses. Alors, donc et puis là je connais bien le sujet, puisque je suis hypnothérapeute, donc évidemment j'ai creusé le sujet énormément, donc je connais bien, je dirais, les fréquences en hertz des états modifiés de conscience, et je peux vous dire que d'ailleurs quand on descend en hertz dans des états de conscience modifiés, donc quand on rentre dans des états alpha, qui sont alpha ou delta, qui sont des états de conscience des bouddhistes, eh bien on résonne à 8 Hertz. Et 8 Hertz, on est entre 8 et 12 Hertz. Et 8 Hertz, vous savez ce que c'est 8 Hertz? C'est la fréquence de la résonance de la planète. Sans ces 8 Hertz, il n'y aurait pas d'évolution du monde. Et ça, on en est sûr à 100%, la science le prouve. La science le prouve tout simplement parce que la NASA, quand ils ont mis leurs cosmonautes dans l'espace, au début ils revenaient avec des problèmes mentaux, des problèmes physiques, etc. Ils se sont aperçus qu'ils revenaient avec ça parce qu'ils n'avaient pas cette fréquence. Donc ils ont installé un boîtier avec la fréquence de 783 Hz exactement, qui est la fréquence de la planète Terre. Et depuis qu'ils ont installé ce boîtier, les cosmonautes vont bien. Donc on ne peut pas vivre sans cette fréquence-là. Et quand on est à 783 Hz, on vibre sur la fréquence de la planète. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand on est en conscience modifiée, c'est-à-dire quand on est en état de méditation ou d'hypnose, on vibre possiblement, puisque les ondes varient, mais possiblement on vibre à la même fréquence que la planète. Donc on est tout à fait capable de communiquer sur cette fréquence-là. C'est comme les ondes radio, Les ondes radio, il y a une onde radio, vous savez très bien, vous avez votre onde radio, tous ceux qui se mettent sur cette onde-là, ils captent votre radio. Et bien c'est exactement pareil pour le reste. Donc on se met à 783 Hz, on capte possiblement ce qui se passe. Deuxième partie de cet au-delà du miroir avec Aurore Larcher, la matrice originelle quand la science rencontre la spiritualité. L'homme découvre ses pouvoirs énergétiques aux éditions d'Hervy et on poursuit cette émission. Aurore, vous êtes un peu physicienne. Je ne suis pas physicienne, mais effectivement, j'ai un bagage technique. Alors, la question que je vais vous poser, c'est sur cette 5G qui arrive là et sur cette 6G qui va arriver juste derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça va être négatif pour l'eau, pour la planète? Oui, alors, j'ai pas étudié en profondeur le sujet, mais bon, déjà, sur la 4G, je suis même pas d'accord du tout, bien que voilà, le monde évolue, donc on n'a pas le choix, donc voilà. Non, je suis inquiète contre ça. Après, oui, je suis inquiète parce qu'effectivement, plus on rajoute des ondes comme ça négatives pour le cerveau humain, pour la planète en général, plus on prend des risques. Alors après, vous savez, j'ai aussi ce sentiment-là que la planète s'adapte, la nature s'adapte à tout. Mais je crois que l'homme aujourd'hui a cette propension à pouvoir détruire tout ce qu'il a autour
de lui par égoïsme. Par égoïsme financier, économique. Par orgueil. Et donc, moi je pense que oui, c'est l'orgueil de la science. Exactement. Et donc, on veut toujours faire mieux, plus, etc., sans chercher à savoir si finalement on protège ce que l'on a aujourd'hui. Parce que, bon, faut être honnête, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir plus que la 4G aujourd'hui? Ben non. Mais ce qui est étonnant, Aurore, c'est que cette 5G, cette 6G, ce sont les Chinois qui la font. C'est eux qui en sont les maîtres. Or, on pourrait penser quand même qu'au niveau spiritualité, ils sont un tout petit peu plus évolués que nous. Donc c'est quand même... c'est eux, enfin je sais pas, c'est eux qui détiennent quand même le Tao, les règles du yin et du yang. Donc je me dis qu'ils sont quand même pas si stupides que ça pour bousiller la planète. Et vous savez, les Chinois, ils sont tout le temps en controverse, hein, c'est-à-dire que ils sont à la fois les maîtres de la spiritualité, du Tao, etc., mais aussi, ça a été aussi les maîtres de finalement de tout ce qui est, tout ce qui a permis d'abîmer la nature, hein. Donc ils sont totalement dans une controverse. Après, les Chinois, ils ont une capacité particulière, c'est que, je trouve, c'est que d'une part ils ont cette capacité à pouvoir développer des technologies avec une avance considérable finalement sur tout le monde, hein, et puis d'autre part ils ont cette capacité à pouvoir aussi certaines fois réparer leurs erreurs. Alors bon, là, en fait, eux, d'un point de vue économique, pour eux, c'est comme ils ont envie de manger le monde, entre guillemets, hein. C'est la guerre économique, hein. Ils sont dans ce système-là. Alors après, on prend ou on prend pas. Le problème, c'est qu'on va prendre, puisqu'on est dans un système économique. Oui, et de toute façon, ils ont une population suffisamment importante pour pouvoir avoir des gars et s'en remettre. Je veux dire, voilà, c'est aussi ça. Bon, ça a coupé, ça veut dire que c'était pas le sujet de l'émission, donc on va partir sur autre chose. On récapitule un peu. Dans cette matrice originelle, vous parlez de la fleur de vie. Cette fleur de vie qui a plus de 9000 ans sur un temple, je ne sais plus où il est, en Égypte. Si on revient un peu dessus, on peut se rendre compte que les Égyptiens, ils avaient des hiéroglyphes où les personnages avaient toujours les mains devant eux, un peu comme s'ils récupéraient de l'énergie avec leurs mains. C'est très important. Je pense qu'ils savaient soigner avec leurs mains. Oui, je pense. Et puis les ondes scalaires. Les ondes scalaires, ce qui pourrait aussi permettre de comprendre pourquoi des guérisons peuvent se faire à distance. Des magnétiseurs qui travaillent à distance ou... Tout à fait. Je pense que, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a cette capacité-là que l'homme a entre les mains de pouvoir utiliser les ondes scalaires ou des ondes de manière générale, hein, des ondes vibratoires, pour pouvoir modifier des structures. Donc des structures humaines ou n'importe quelle autre structure. D'ailleurs, vous savez, je pense aussi que aujourd'hui, quand on parle, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est incroyable, mon grand-père est mort et je l'ai su au moment où il est mort parce que je l'ai su, je ne sais pas comment, mais je le savais. Bon, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et je crois que, alors là je ne parle pas des ondes scalaires, mais je crois que simplement la conscience modifiée aujourd'hui permet d'avoir des accès comme ça, grâce justement à la mémoire et à la conscience de l'eau, mais aussi associé aux vibrations, hein, associé à la physique quantique, hein, à la nature des vibrations quantiques. On peut se connecter les uns aux autres. Sauf que on ne le fait pas parce que on a perdu ce sens-là. Vous savez, pendant le tsunami de Sumatra, il y avait des éléphants. Il y avait 200 éléphants qui étaient là. Et quand le tsunami est arrivé, juste avant, les éléphants sont partis dans les montagnes. On n'a pas retrouvé un seul éléphant mort pendant ce tsunami. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient capté qu'il se passait quelque chose. Ils avaient capté le danger. Donc là, on est bien dans une conscience différente. Ce n'est pas une question de connaissance, de cerveau et d'intelligence. On est bien dans
un ressenti de quelque chose. Donc on est bien dans un ressenti inexplicable. Oui, alors c'est étonnant ce que vous dites là, parce que là on pourrait penser que c'est des tremblements de terre ou c'est quelque chose qu'ils ressentent au niveau de leurs pieds, etc. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'à Hiroshima, donc certains animaux ont senti le danger. Or là, c'était pas un danger terrestre, c'était un danger d'ordre de guerre. Donc comment les animaux ont pu aussi sentir qu'il y avait une bombe qui allait leur tomber dessus? Ça, c'est une autre question. Hein. Exactement, et c'est ce que j'explique en fait dans le livre, hein, c'est-à-dire finalement grâce à la vibration quantique associée à la conscience et la mémoire de l'eau qui peut circuler aussi vite que la vitesse de la lumière finalement, ceux qui arrivent à se mettre finalement en conscience modifiée, donc à 783 Hz, peuvent capter des informations. Par quels moyens, je ne sais pas, mais ça fonctionne. Et effectivement, comme vous le dites, à Hiroshima, il s'est passé ça. Mais vous savez, quand il y a des cyclones qui arrivent, moi je le vois bien en Martinique, hein, quand il y a des cyclones qui arrivent, je peux vous dire qu'avant le cyclone, on n'entend plus rien dans la nature. Il n'y a pas un chien, pas une grenouille. Vous savez, en Martinique, on est bercé par le bruit des grenouilles toute la nuit. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a plus une grenouille qui chante. Il n'y a pas un chien qui aboie, il n'y a pas un chat qui miaule. Il ne se passe plus rien, les oiseaux sont partis. Et là, de toute manière, même s'ils peuvent ressentir que le cyclone va arriver, mais comment ils le ressentent? Et c'est tout là le problème, comment ils peuvent ressentir ça? Ben ça, je pense que c'est au niveau terrestre, hein, c'est-à-dire qu'il y a même des humains qui sont sensibles aux tremblements de terre et qui les sentent avant, parce que la Terre, on est en résonance avec la Terre, il y a la fréquence de Schumann. Mais ce qui est plus étonnant, c'est juste sur des intentions de bombarder avec une ville, ça c'est plus étonnant encore. C'est comme, il y a des capteurs qui ont été installés, il y a des scientifiques qui ont fait un programme avec des nombres. Et vous savez, ils ont fait un programme aléatoire, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui génère des nombres aléatoires, des chiffres aléatoires, on va dire. Hein. Et ils ont mis quelqu'un devant l'ordinateur en lui demandant de penser au chiffre 5 pour voir ce que ça allait donner. Et donc, ils ont fait ça et ils se sont rendus compte que de manière très subtile, mais quand même à chaque fois, quand ils mettaient une personne qui pensait au chiffre 5, eh bien, de manière plus subtile, le chiffre 5 arrivait plus fréquemment dans les statistiques. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des capteurs dans plusieurs villes pour voir un petit peu ce qui se passait. Et bien, figurez-vous que pour l'effondrement des tours aux États-Unis, les Twin Towers, eh bien, quand ils ont mesuré la fréquence vibratoire donc de la conscience du coup, parce qu'ils se sont dit finalement les nombres réagissent à la conscience. Donc ils ont mis ces capteurs de chiffres dans chaque ville et ils ont vu que juste avant qu'il y ait eu donc les avions qui sont tombés sur les tours, cette fréquence avait largement augmenté. Ce qui veut bien dire que avant un événement majeur qui impacte le monde entier, avant cet événement-là, quelques secondes avant, il se passe quelque chose dans la conscience mondiale. Oui, alors ça, c'était des ordinateurs qu'on nous proposait de mettre en réseau dans les années 90, je m'en souviens. Je sais pas où ça en est, ce système-là. Maintenant, je pense que c'est les algorithmes de Google qui doivent faire ça. Je me souviens, dans les années 90, 95 peut-être, on nous proposait, pour ceux qui avaient un ordinateur, c'était pas la majorité des gens, de pouvoir justement se connecter et de laisser notre ordinateur, je sais pas exactement ce qui se passait. Et ça, on nous le propose plus maintenant, mais je pense que maintenant, ce sont les algorithmes de Google qui, en fonction des mots-clés, peut-être, sont un peu comme la conscience du monde. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si ce que vous dites est lié à cette expérience-là, hein, mais en tout cas, ce qui prouve bien que quand, de manière consciente, on a des pensées, et de manière collective,
elles impactent le monde. Et ça veut bien dire que on est conscient avant un danger, donc on le sent avant. Maintenant, vous dire comment on le sent, ça c'est autre chose. Aurore Larcher, est-ce que vous êtes consciente que la Terre est en danger en ce moment? Oui, bien sûr. Surtout si vous avez fait du nucléaire. Moi, c'est ma plus grande angoisse, le nucléaire. Donc, ouais. Oui, mais bien sûr. Mais vous savez, le plus grand danger pour la Terre, c'est l'homme, hein, de toute manière. Le plus grand danger pour la Terre, c'est l'homme, parce que... et d'ailleurs, je suis en train d'étudier, là, pour mon prochain livre, la mythologie égyptienne, qui est, quand on l'étudie dans un second degré, absolument merveilleuse, hein, qui parle beaucoup d'amour, qui donne beaucoup de bon sens à l'éveil humain. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui fonctionne. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui fonctionne pour l'être humain, c'est il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être performant. Il faut surtout rentrer dans les cadres. Il faut être riche. Riche peut-être, mais en tout cas, il faut rentrer dans le cadre. Et le cadre, c'est d'être le plus performant possible. Et donc, en étant le plus performant possible, eh bien, effectivement, on détruit la planète. Parce qu'on fait des choses de plus en plus dangereuses pour la planète. Et donc, effectivement, malheureusement, nous, à notre petit niveau, entre guillemets, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, évidemment, on va faire le tri. On va faire attention à ne pas abîmer la planète, on va participer à des œuvres collectives pour pouvoir nettoyer, nous ici, les plages ou ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas maître de tout ça. Donc oui, bien sûr, la technologie... qui est aussi merveilleuse. La technologie invente des choses extraordinaires qui permettent de nous soigner, de faire en sorte que nous soyons mieux, de pouvoir vieillir mieux, en meilleure santé, en étant en forme, de pouvoir guérir nos enfants. Donc faut voir ça aussi, hein, les côtés positifs. Mais il y a ces côtés négatifs qui font que, oui, on détruit la planète parce qu'on s'invente des besoins. Comme la 5G, par exemple. Oui, ou quand on voit les aéroports, à quel point ils sont bondés et que ces gens prennent l'avion parce que ça coûte moins cher que le train, on peut se demander si la conscience collective a vraiment fait un bond. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'on est aujourd'hui, vous savez, alors je l'explique aussi dans le livre, hein, aujourd'hui, au boulot dodo, hein, donc on n'a plus le temps de prendre le temps de méditer. On n'a plus le temps de s'accorder du temps à soi. C'est-à-dire de juste, au lieu d'être connecté tout le temps, de juste se dire, mais qui je suis moi? Est-ce que je me ressens dans mon corps? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai une mission? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que le métier que je fais, il est correct par rapport à ce que je suis? Mais on ne se pose même plus les questions. Moi, je fais de la méditation tous les jours maintenant. Et aujourd'hui, je ressens l'intérieur de mon corps. Je sais ce que je suis, ce que je veux et ce que je ne veux plus. Alors choisir, c'est renoncer. Effectivement, choisir, c'est renoncer. Moi, j'aurais pu avoir une très belle carrière chez Areva. Et puis, avec mon problème de santé, bon, j'ai peut-être pas eu vraiment le choix, mais j'aurais pu avoir le choix de rester et d'attendre. J'ai choisi de quitter cette carrière-là, et donc l'argent qui allait avec, pour pouvoir vivre autre chose. Mais bien sûr, je vis avec moi, mais je suis parfaitement heureuse parce que je fais le métier que j'aime, qui me correspond, qui vibre à l'intérieur de moi. J'ai écrit ce livre qui me correspond, qui explique tous mes ressentis, tout ce que je ressens du monde et que je n'aurais jamais pu écrire si j'étais restée scientifique, puisque là, je vais vous dire, j'ose même pas l'envoyer chez Areva. Mais comment on peut prendre un nom, comment on peut s'appeler Areva? Comment on peut s'appeler Areva, puisqu'Areva, ça veut dire arrêter de tout ce qui va. Donc franchement, vous avez fait un bon choix de quitter ces... en même temps, il faut des gens avec une certaine conscience qui pourraient travailler chez Areva, parce que justement, c'est tellement dangereux, je veux dire, c'est tellement une poudrière que il faudrait quand même des gens qui soient pas uniquement dans cette conscience-là. Mais bon, on va fermer la parenthèse. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir.
sur l'antenne d'IDFM, IDFM Radio Anguin. Avec Aurore Larcher, nous parlons de la matrice originelle, de la connexion entre l'eau, les ondes scalaires et la fleur de vie qui a été évoquée en début d'émission. Votre livre, La matrice originelle, parle de ondes scalaires et de l'eau et de la fleur de vie. Comment arriver à retrouver la matrice originelle simplement avec les ondes scalaires et l'eau? Est-ce qu'on peut faire un mélange? Eh bien écoutez, moi vous savez, depuis que je fais de la méditation, parce qu'évidemment j'applique un petit peu les principes du livre, je dirais même j'ai presque compris mon livre une fois l'avoir écrit. Parce qu'il faut savoir quand même que ce livre est arrivé, je faisais une méditation dans mon jacuzzi, et le livre est arrivé à ce moment-là. Et j'ai dit, il faut absolument que j'écrive ça. Extraordinaire, alors que jamais de ma vie que j'allais être écrivain. Et c'est arrivé comme ça. Et depuis, je fais des méditations tous les jours. Tous les jours. Et vous savez, il m'est arrivé plein de choses pendant ces méditations. Notamment, j'ai ressenti les tremblements de terre, un gros tremblement de terre qu'il y a eu ici, je l'avais ressenti la veille. J'étais oppressée, j'avais dit à mon mari, tiens, il y a plein de phénomènes, je ne peux pas en parler complètement, mais depuis que j'exerce la méditation, il y a des tas de phénomènes que je ressens mieux sur le monde, sur la vie, sur ce qui se passe autour de moi. Je ne l'explique pas, mais simplement, je pense vraiment que, et c'est ce que j'explique, je fais beaucoup de conférences en France, dans les DOM, et c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que plus on se met sur la résonance de la planète Terre, donc à 7,83 Hz, qui est finalement la résonance que nous, on peut avoir quand on est en état méditatif, plus je pense qu'on est totalement connecté à cette planète. Et donc, on est finalement, je suis persuadée qu'on est complètement capable, à ces moments-là, si on oublie le mental, de pouvoir guérir ou de pouvoir utiliser un potentiel que l'on ne connaissait pas de nous-mêmes. J'en suis sûre aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec vous, mais bon, il pourrait y avoir tout un tas de personnes sur Terre qui sont ce qu'on appelle la grenouille qui nous montre s'il va faire beau ou s'il va pas faire beau. Mais quand vous êtes au courant de ce qui va se passer, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est pas un peu triste de vous rendre compte que il va se passer quelque chose, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire, puisque à part le fait d'être au courant que ça commence à trembler, personne vous écoute. Alors écoutez, moi ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, en fait, j'ai juste observé, puisque je savais pas pourquoi j'étais oppressée. J'étais c'est marrant, comme un chien. Je regardais partout, autour des vitres, par rapport à mes enfants. Mais je sentais c'est quelque chose. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée en me disant, mais il faut que j'arrête parce que c'est bizarre ce ressenti. Je prends ma douche et là, gros tremblement de terre. Et je me suis dit, merde, c'est pas possible. Je l'ai ressenti. La deuxième fois, c'était même situation. Donc aujourd'hui, c'est pas que je peux rien en faire, mais c'est que pour l'instant, je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir dire. Alors évidemment, je le dis à mon mari. Vous savez, mon mari travaille dans la police et je lui ai déjà donné des informations dont je ne peux pas parler là, mais qui sont absolument hallucinantes. Lui-même, il me dit, mais c'est pas possible que tu sois au courant de ça. Je lui dis, écoute, j'ai fait une méditation et j'ai vu ça. Et donc, mais lui-même, il peut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est normal. On peut pas dire ces choses-là. C'est pas. C'est bien ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on fait quand on tremble avant, ou on n'est pas des animaux, donc on peut peut-être juste se sauver, peut-être en disant au feu. Mais vous savez, je crois qu'il y a une chose qui est importante. Je pense qu'il faut écouter son intuition. Je pense qu'il faut écouter son intuition. C'est-à-dire que si votre intuition vous dit ne va pas là-bas, eh bien, il ne faut pas y aller. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh là là, je sentais qu'il ne fallait pas que j'y aille, j'y suis allée, puis voilà, il m'est arrivé ça. Enfin bon. Mais parce que je crois qu'au-delà du mental, il faut écouter son intuition, il faut écouter ce que nous dit notre être intérieur, ce que nous sommes profondément. Il faut lui faire confiance à cette partie-là. Déjà, cette partie-là,
des gens, surtout à Paris, parce que je connais bien Paris, puisque j'y ai vécu pendant 40 ans, donc on n'écoute pas cette partie-là, on n'écoute que le mental, et on n'écoute pas ce que l'on est profondément. Donc des fois on a des petits événements intuitifs comme ça, et on ne les écoute pas. Vous savez, si on écoute réellement son inconscient, eh bien en général on est guidé vers les bonnes choses. D'ailleurs moi j'écoute maintenant régulièrement mon inconscient. Si on me dit, si je sens qu'il ne faut pas que j'aille à un endroit, j'y vais pas. Je sens que c'est juste. Je travaille beaucoup avec mon propre ressenti. Et par exemple, vous savez, ce livre, je savais en l'écrivant que j'aurais un éditeur. Je le savais. C'était un peu comme si, je sais pas, c'est comme si on me disait, une petite voix intérieure me disait non, mais tu peux l'écrire, de toute manière ça va fonctionner. J'ai écrit très très vite. Après, je savais en fait que j'allais faire des conférences pour expliquer ce livre, ce qu'il y avait dedans, etc. J'avais très peur parce que je me disais bon, ça va intéresser personne. Enfin bon, moi je suis un jeune écrivain, c'est mon premier livre. Et bien figurez-vous que la première fois que j'ai organisé une conférence, je pensais qu'il y aurait 60 personnes qui sont des membres de ma famille ou des amis à qui j'avais dit mais venez, que je sois pas toute seule à faire ma conférence. Et bien il y avait 250 personnes. Ouais. Et donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et les gens n'arrivaient pas à rentrer dans la salle. Il y avait des gens debout, assis, derrière c'était dans une bibliothèque, il y en avait partout. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a même des gens qui n'ont pas pu rentrer. Je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Et donc, vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça répond finalement à ce que j'ai toujours ressenti. C'est-à-dire, ce livre va fonctionner. Ok, mais c'est peut-être le titre aussi, parce que quelque part, on a tous envie de rentrer dans la matrice originelle. Alors, je ne sais pas, peut-être. C'est vrai que ce titre-là, il a été mis aussi au niveau intuitif. Je cherchais un titre, j'ai dit, tiens, la matrice originelle, parfait. Allons-y, on va mettre ça. Mais voilà, les choses se sont faites et les choses continuent. Donc bon, écoutez, moi je porte ce livre et le message qu'il détient, la science de la spiritualité, avec justement toutes ces dernières découvertes de la science qui sont fondamentales pour comprendre qu'on se rapproche de la spiritualité. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans mes conférences qui me disent mais c'est fabuleux parce que ça y est, moi il m'arrive des tas de choses que j'ai jamais pu comprendre pourquoi, etc. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, et en plus ça s'explique par des docteurs, des scientifiques que je mets dans mon livre, qui sont donc des docteurs qui montrent tous ces phénomènes-là. Donc les personnes qui ont des capacités, alors moi j'appelle ça des compétences, parce que pour moi, je vais vous dire, c'est simple, il aurait fallu qu'on apprenne à méditer à l'école. Alors on apprend les mathématiques, le français, l'histoire, etc. Et puis il aurait fallu qu'il y ait une section méditation, connaissance de soi. Et donc ces personnes-là qui sont connectées à eux-mêmes, sont ouverts à autre chose, et bien quand ils viennent à mes conférences, après ils se disent mais ça y est, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'ai tout ça, pourquoi je suis comme ça, et pourquoi, et finalement ça peut s'expliquer, je suis pas folle, etc. Parce qu'il y a des gens qui voient des choses et qui ont peur d'eux-mêmes, qui se disent mais non, mais j'ai peur, qu'est-ce que je deviens folle. Mais non, non, vous devenez simplement connecté à vous-même, point. Est-ce que vous leur apprenez à utiliser les ondes scanner ? Alors oui, je fais des ateliers, j'en ai fait dans le sud-ouest, j'en ai fait dans les DOM. Donc je fais des ateliers régulièrement, en tout cas pour leur apprendre à se mettre en conscience modifiée, c'est-à-dire ressentir leur propre vibration. Parce que c'est une étape fondamentale, c'est-à-dire ressentir sa vibration dans son propre corps et la faire bouger à l'intérieur de son corps, mettre sa vibration dans ses pieds, la faire remonter jusqu'à sa tête, c'est-à-dire pouvoir déjà la sentir à l'intérieur de soi pour pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la ressent, il faut aussi pouvoir la manipuler dans son corps. Donc je leur apprends ça.
Je leur apprends ça, je leur explique un petit peu tout ce que j'ai écrit dans ce livre et tout ce que je connais maintenant. Et je leur apprends tout ça. Mais c'est la première étape fondamentale. C'est je vais ressentir mes propres vibrations à moi. Je vais ressentir mon corps pour savoir comment je fonctionne. Et pour pouvoir mettre une vibration au bon endroit. Aujourd'hui, moi, si je veux mettre une vibration dans ma main, je la fais venir dans ma main. Mais pour ça, il faut se mettre en état méditatif. Alors maintenant, moi, j'y arrive très vite, mais on se met en état méditatif et simplement, mais pas par le mental, hein, et c'est là toute la subtilité, mais par la volonté du corps, en fait, hein, eh bien, on peut ressentir cette vibration que l'on a dans la main. Et ça commence là. Ça commence comme ça. Parce que guérir, c'est bien facile, mais... c'est pas si facile. Mais je veux dire, il faut déjà maîtriser son propre corps et ses propres vibrations. Et donc c'est ce que j'explique dans les ateliers que je fais. Leur faire comprendre comment ils peuvent s'auto déjà, et puis comprendre leur système vibratoire. Et ça, c'est fondamental. C'est presque le b.a.-ba pour pouvoir après utiliser son corps pour autre chose. Ok, on vous retrouve, si on veut vous rejoindre dans les dom-toms ou en France, comment on vous retrouve? Alors, vous savez, j'ai Facebook, Aurore Larcher, donc dans lequel je mets pas mal d'informations sur justement les dernières découvertes de la science, notamment sur l'eau, etc. Et il y a beaucoup de gens déjà qui me suivent sur ce livre-là et sur ce Facebook. Et en fait, quand je pars faire des conférences à droite ou à gauche, je mets systématiquement l'événement sur ce Facebook. Donc, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je viendrai dans votre coin, sur la région parisienne, pour faire une conférence. Je souhaitais faire ça il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'à la rentrée, je viendrai faire une conférence en région parisienne. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc, ce livre, La matrice originelle, aux éditions d'Hervy, d'Aurore Larcher. Alors, vous le trouvez en fait sur Amazon, vous le trouvez sur la FNAC et en librairie, de manière générale. Et je pense que c'est un livre qui peut aider les personnes qui ont des doutes sur leur propre capacité à comprendre comment aujourd'hui et pourquoi finalement la science nous rapproche de nous-mêmes et de la spiritualité de manière générale. On n'est pas fou, mais on a d'autres capacités et il faut en prendre conscience. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous avez une phrase pour terminer l'émission? Il y a une phrase qui est importante, c'est la nature trouve toujours son chemin. Parce que finalement, au-delà de la technologie, de la technique, etc., et de tout ce que peut faire l'homme, aujourd'hui on est plusieurs personnes techniques et scientifiques à pouvoir prôner maintenant ce que l'homme a à l'intérieur de lui. Parce que justement la nature trouve toujours son chemin. Et donc on a beau être dans les technologies, etc., eh bien l'homme, il va falloir qu'il retrouve maintenant ce qu'il est au fond de lui. Et je pense que c'est maintenant. C'est une belle phrase, parce que ça voudrait dire que quelque part, la nature sera vainqueur. Exactement. Ça peut nous rassurer. Exactement, et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que, vous savez, quand il y a des incendies, eh bien on voit que ça se reconstruit. La nature trouve toujours son chemin. Elle renaît toujours de ses cendres. Donc j'ai vraiment aussi confiance en ça. Oui, on dit que c'est pas la planète qui va mourir, c'est juste l'humanité. La nature, elle continuera. Avec ou sans nous. Avec ou sans nous, donc ça serait bien qu'on soit avec elle. Tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec ça. Merci Aurore. Merci beaucoup Aurore Larcher. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.